Le stylo me paraissait étrangement lourd entre les doigts. Je fixais le document, puis le visage suffisant de mon mari, assis en face de moi, de l'autre côté de la table de la salle à manger. « Signe », a-t-il dit calmement. « Sinon, je ferai en sorte que ce divorce dure des années. » J'ai signé. J'ai posé mes clés à côté des papiers. Et je suis sortie de mon propre pantouse, sans me retourner. Le lendemain matin, son avocat l'a appelé en hurlant. « Tu te rends compte de ce que tu viens de lui permettre de faire ? » Mais revenons au début. J'ai rencontré Marcus il y a 6 ans, lors d'un gala de charité dans le centre de Seattle. J'avais 32 ans. Je venais d'être promu architecte en chef chez Morrison Design Group et j'avais cette impression grisante que tout m'était enfin possible. Il s'est approché de moi près de la table des enchères silencieuses. Sourire charmeur, costume parfaitement taillé. Il parlait de sa start-up technologique, révolutionnaire, censée transformer le secteur de la construction. Avec le recul, les signaux d'alerte étaient évidents. Sa manie de citer des noms importants. Ses réponses floues dès que je lui demandais en quoi consistait réellement son produit. Et cette obsession de toujours partager l'addition au nom de « l'égalité », alors que j'ai découvert plus tard que toutes ses cartes de crédit étaient au plafond. Mais j'étais seule. J'avais passé toute ma vingtaine à bâtir ma carrière, des semaines de 80 heures, des relations sacrifiées pour des promotions. Marcus, lui, me faisait me sentir vue. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il se souvenait de mon vin préféré. Il débarquait à mon bureau avec le déjeuner quand j'oubliais de manger. Nous nous sommes mariés après 18 mois de relation. Ma mère, paix à son âme, était décédée 2 ans plus tôt. Elle m'avait laissé 3 choses inestimables. Sa montre Cartier vintage des années 1950. Une collection d'aquarelles originales qu'elle avait peintes tout au long de sa vie. Et une lettre manuscrite me rappelant de ne jamais laisser qui que ce soit éteindre ma lumière. Je gardais la montre dans le coffre de ma chambre. Les tableaux étaient accrochés dans tout le pantouse. La lettre reposait dans ma table de nuit, comme un rappel silencieux de qui j'étais et d'où je venais. La première année de mariage s'est bien passée. Marcus était attentionné, encourageant, toujours en train de parler de son prochain, grand projet. Ça ne me dérangeait pas de payer les dépenses pendant qu'il lançait son entreprise. Après tout, un couple, ça demande des sacrifices, non ? La 2e année, sa start-up a échoué. Les investisseurs se sont retirés. Il accusait le marché, le timing, son ancien associé. Je l'ai pris dans mes bras pendant qu'il pleurait. Je lui ai dit qu'on trouverait une solution ensemble. J'ai réglé les $30 000 de dettes qu'il avait accumulées sans m'en parler. La 3e année, il a lancé une autre société. Puis encore une autre. À chaque fois, il fallait un capital de départ que je fournissais. À chaque fois, tout s'effondrait en quelques mois. Pendant ce temps, j'étais devenue associée dans mon cabinet. Je gagnais $300 000 par an. Marcus, lui, gagnait surtout des excuses. La 4e année, il a arrêté de faire semblant de travailler. Il travaillait sur des terrains de golf. Il enchaînait les déjeuners d'affaires qui se prolongeaient jusqu'au dîner. Il achetait des vêtements de créateurs parce que, selon lui, il fallait avoir l'air riche pour le devenir. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais j'entendais encore la voix de ma mère, le mariage demande de la patience. Les bons hommes ont parfois besoin de temps pour trouver leur voie. Et puis j'ai découvert les messages. C'était un mardi soir. Marcus avait laissé son téléphone sur le plan de travail de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Une notification s'est affichée. Sophia Chen cœur rouge. J'ai tellement hâte de te voir demain, mon amour. Mais la chemise que je t'ai achetée. Mes mains tremblaient pendant que je faisais défiler leur conversation. 6 mois. 6 mois de je t'aime, de tu es la seule qui me comprenne, et de dès que j'aurai ma part du divorce, on sera tranquille à vie. Sophia Chen. Je l'ai cherchée en ligne. Influenceuse Instagram. 200 000 abonnés. Contenu lifestyle. Et sur ses photos les plus récentes, j'ai reconnu la montre de ma mère. À son poignet. La montre que je pensais avoir égarée 3 mois plus tôt. J'avais envie de hurler.
De jeter son téléphone par la fenêtre. De le sortir de la douche et d'exiger des explications. À la place, j'ai pris des captures d'écran. Je me les suis envoyées par mail. Et j'ai reposé le téléphone exactement là où il était. Cette nuit-là, Marcus dormait à côté de moi comme si de rien n'était. Moi, je n'ai pas fermé l'œil. Je réfléchissais. Au tableau de ma mère encore accroché au mur. Au contrat de mariage que Marcus m'avait convaincu de déchirer pour notre premier anniversaire, on est partenaires maintenant. On n'a pas besoin de barrières juridiques entre nous. Aux 5 années passées à soutenir un homme qui préparait activement le moyen de me prendre la moitié de tout ce que j'avais construit. Le lendemain matin, j'ai appelé mon ancienne colocataire de fac. Helen Park était devenue l'une des avocates en droit de la famille les plus respectées de l'État de Washington. On ne s'était pas parlé depuis des mois. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai besoin d'aide, ai-je dit. Et de discrétion. On s'est retrouvés dans son cabinet l'après-midi même. Je lui ai tout montré, les messages, les relevés financiers prouvant que Marcus n'avait rien apporté au foyer depuis 4 ans, le contrat de mariage détruit, les photos de la montre au poignet de Sophia. Hélène s'est adossée à son fauteuil. Voilà le problème, Elena. Sans contrat de mariage, il peut réclamer la moitié de tout. Même des biens que tu possédais avant, s'ils ont été mélangés. Puis elle a souri. Mais après 15 ans de métier, j'ai appris une chose, la meilleure défense, c'est de laisser ton adversaire croire qu'il a déjà gagné. Comment ça? On va laisser Marcus penser qu'il t'a dépassé. Et quand il comprendra ce qui s'est réellement passé, il sera trop tard. Pendant 6 mois, Hélène et moi avons travaillé en secret. J'ai transféré le Pantouse dans une fiducie révocable, en le déclarant comme bien propre. Je l'avais acheté avant de rencontrer Marcus, avec l'héritage de ma mère. L'opération était noyée dans des piles de documents qu'il n'a jamais pris la peine de lire. J'ai restructuré mes parts dans le cabinet d'architecture, protégeant juridiquement mon statut d'associé comme bien séparé grâce à une série d'amendements techniques que mes partenaires ont approuvés sans hésiter. J'ai documenté chaque dépense faite par Marcus avec mes cartes de crédit. Chaque investissement dans ses entreprises ratées. Chaque bijou qu'il avait emprunté pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Et surtout, j'ai installé des caméras de sécurité dans tout le Pantouse, dissimulées dans des détecteurs de fumée. L'État de Washington exige le consentement des 2 parties pour les enregistrements audio, alors je me suis assuré qu'elle filme uniquement l'image. Et l'image, c'était largement suffisant. Les images parlaient d'elles-mêmes. On y voyait Marcus et Sophia chez moi, pendant que j'étais au travail. On les voyait fouiller dans mon dressing, ma boîte à bijoux, mes dossiers personnels. Sophia essayait les boucles d'oreilles de ma mère, riait en disant que je ne remarquerais jamais leur disparition. On les voyait surtout emballer 3 des tableaux de ma mère et les charger dans le coffre de la voiture de Sophia. Le jour où j'ai compris que ces tableaux avaient disparu, j'ai failli m'effondrer. En rentrant chez moi, j'ai découvert des vides sur les murs, là où les œuvres de ma mère avaient été accrochées pendant des années. J'ai appelé Marcus, en m'efforçant de garder une voix calme. « Tu n'aurais pas vu les tableaux de ma mère? Ceux du salon? Oh, ces vieilleries? » a-t-il répondu. Je les ai donnés. Ça libérait de la place sur les murs. Et puis c'était un peu déprimant. Donnés. Il les avait offerts à sa maîtresse. Et il les trouvait déprimants. Ma mère avait passé des décennies à peindre ses aquarelles. Pour un expert, elle valait peut-être quelques milliers de dollars. Pour moi, elle n'avait pas de prix. C'était ses mains, son regard, son amour rendu visible. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré en silence pendant 1 heure. Puis je me suis lavé le visage, j'ai refait mon maquillage, et j'ai continué le plan. Hélène avait préparé un document très particulier pour Marcus. En apparence, il s'agissait d'un simple accord reconnaissant la répartition de biens mineurs pendant notre séparation. Mais enfoui dans le jargon juridique se trouvait une clause par laquelle Marcus reconnaissait avoir reçu une compensation pleine et définitive pour toute revendication concernant les biens acquis durant le mariage. Toute la difficulté était de lui faire signer sans qu'il lise vraiment. Heureusement, Marcus n'avait jamais lu quoi que ce soit attentivement de sa vie. Il y a 3 semaines, c'est lui qui est venu avec ses exigences.
Il avait consulté un avocat à un de ses cabinets low cost qui lui avait probablement expliqué qu'il avait droit à la moitié de tout. Je veux le Penthouse, a-t-il annoncé pendant le dîner. La moitié de tes parts au cabinet. Et une pension mensuelle jusqu'à ce que je me remette sur pied. J'ai fait semblant de me défendre. J'ai fait semblant de pleurer. Je l'ai laissé croire qu'il avait gagné. D'accord, ai-je fini par dire, la voix volontairement brisée. Mais il faut d'abord que tu signes cette reconnaissance de répartition des biens. Mon avocate dit que c'est une simple formalité. Marcus a à peine jeté un coup d'œil au document avant de signer. Il était trop occupé à envoyer des messages à Sophia pour organiser leur future fête de victoire. Et nous voilà revenus au point de départ. Le document que j'ai signé il y a 3 jours, celui qui donnait l'impression que je lui abandonnais le Penthouse. En réalité, je signais un acte sans valeur juridique, puisque l'appartement était déjà protégé par ma fiducie. Ce document ne signifiait absolument rien. Marcus, lui, l'ignorait. Il ignorait aussi la portée du document qu'il avait signé, celui par lequel il renonçait à toute revendication future. Le matin suivant mon départ, Marcus s'est réveillé dans ce qu'il croyait être son Penthouse. Il a voulu se faire un café, mais le système domotique n'a plus reconnu sa voix. Je lui avais retiré l'accès la veille au soir. Il a appelé la gestion de l'immeuble pour forcer le système. Son nom n'apparaissait sur aucun document de propriété. Il n'y avait jamais figuré. Le Penthouse appartenait à la fiducie. Et j'en étais l'unique administratrice. Il a voulu partir boire un café ailleurs. Sa Tesla n'a pas démarré. Elle était immatriculée à mon nom, payée avec mon argent, et je l'avais désactivée à distance via l'application. Il a essayé de commander un Uber. Toutes ses cartes bancaires ont été refusées. Elles étaient liées à mon compte. Il a appelé Sophia pour qu'elle vienne le chercher. Elle ne répondait pas. Elle était trop occupée avec la police de Seattle, arrivée chez elle avec un mandat de perquisition pour recel de biens volés. Mes caméras de sécurité montraient clairement Sophia en train de sortir les tableaux de ma mère de mon appartement. Hélène avait déposé plainte la veille. Le procureur du comté de King s'est montré très intéressé par l'idée de poursuivre une influenceuse Instagram, connue pour recevoir des objets volés d'un mari infidèle. Tout a été retrouvé chez Sophia. La montre Cartier de ma mère. Ses boucles d'oreilles en perles. La bague en émeraude qui appartenait à ma grand-mère. Et les 3 tableaux, toujours dans leur cadre d'origine, appuyés contre le mur de sa chambre comme des trophées. Sophia a été inculpée pour recel de biens volés et complicité de vol. Sa carrière d'influenceuse, bâtie sur une image de luxe et de perfection, s'est immédiatement effondrée. Les marques n'aiment pas être associées à des personnes mises en examen. Ses 200 000 abonnés ont assisté, en direct, à la chute de son univers soigneusement mis en scène. Marcus, pendant ce temps, a été officiellement assigné, dans un Penthouse qui ne lui appartenait plus. Hélène avait lancé une action civile pour détournement de biens, enrichissement injustifié et fraude. Nous réclamions la valeur totale de chaque objet qu'il avait volé et offert à sa maîtresse, ainsi que des dommages et intérêts. Son avocat, à prix cassé, a examiné les documents que Marcus avait signés au cours des 6 derniers mois. Apparemment, il a perdu son sang-froid. C'est à ce moment-là que Marcus a reçu l'appel dont j'ai parlé au début. Son propre avocat, hurlant au téléphone. Elle t'a piégé. Tous les documents que tu as signés étaient conçus pour ça. Tu n'as aucun droit sur le Penthouse, aucun droit sur son entreprise, et maintenant tu risques des poursuites pour vol et fraude. Comment as-tu pu ne rien voir venir? Marcus m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas décroché. À la place, j'étais installé dans une suite du Four Seasons, une coupe de champagne à la main, observant la skyline de Seattle à travers les baies vitrées du sol au plafond. Hélène m'appelait toutes les quelques heures pour me tenir informée. La police avait récupéré tous les biens de ma mère. Sophia avait été libérée sous caution, mais faisait face à des accusations graves. Le procès civil de Marcus allait lui coûter tout ce qu'il possédait, ce qui n'était pas grand-chose, et le poursuivrait pendant des années. Il y a encore une chose, m'a dit Hélène. Son avocat tente de faire annuler les documents, en invoquant la contrainte ou la fraude de ta part. J'ai éclaté de rire. Bonne chance.
Chaque document avait été signé devant témoins, notarié et examiné par un conseil indépendant. Marcus avait choisi de ne pas les lire. Ce n'était plus mon problème. Exactement, a conclu Hélène. Leur requête sera rejetée. Tu sortiras de cette histoire avec tout ce que tu avais avant de le rencontrer, plus des dommages et intérêts, et la satisfaction de le voir expliquer à un juge pourquoi il a offert les héritages familiaux de sa femme à sa maîtresse. Le divorce a été officiellement prononcé 6 semaines plus tard. Marcus n'a rien obtenu. Moins que rien, en réalité. Le tribunal l'a condamné à verser des restitutions pour tous les objets qu'il avait volés, vendus ou offerts au fil des années. Le service à thé en argent de ma grand-mère. Des livres de la bibliothèque de mon père. Des petites choses qu'il prenait en pensant que je ne m'en rendrais pas compte. Ou que je m'en moquerais. Sophia a plaidé coupable pour une accusation réduite. Elle a écopé d'une mise à l'épreuve et de travaux d'intérêt général. Elle a dû restituer absolument tout ce qu'elle avait reçu de Marcus et publier des excuses publiques. Sa carrière d'influenceuse ne s'en est jamais remise. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle travaillait derrière un comptoir de cosmétiques dans un grand magasin. Très loin de la vie de luxe qu'elle affichait autrefois en ligne. Marcus est retourné vivre chez sa mère, à Spokane. Plus de pantouses. Plus de Tesla. Plus de vêtements de créateurs. Juste un homme approchant la quarantaine avancée, sans carrière, sans économie, et avec une réputation qui le suivra à chaque recherche Google pour le reste de sa vie. Certains diront que j'ai été cruelle. Que j'aurais dû divorcer simplement, tourner la page, accepter mes pertes et recommencer à zéro. Ces personnes-là n'ont jamais tenu la main de leur mère mourante en lui promettant de protéger son héritage. Elles n'ont jamais vu une inconnue porteur les bijoux de leur grand-mère sur Instagram. Elles n'ont jamais entendu leur mari qualifier des œuvres familiales irremplaçables de « déprimantes ». Je n'ai pas été cruelle. J'ai été méthodique. La semaine dernière, j'ai raccroché les tableaux de ma mère dans le Penthouse. J'ai remis sa montre Cartier dans le coffre de ma chambre, à côté de sa lettre, celle que je relis chaque fois que j'ai besoin de force. Je me suis assise dans le salon, entourée de tout ce qu'elle m'avait laissé, et pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisée à ressentir le chagrin que j'avais repoussé. J'ai pleuré le mariage que je croyais avoir. J'ai pleuré les années perdues avec quelqu'un qui ne m'a jamais mérité. J'ai pleuré ma mère, qui aurait vu clair en Marcus dès la première minute si elle avait été encore là. Puis j'ai essuyé mes larmes, je me suis servi un verre de vin, et j'ai levé mon verre vers la pièce vide. Au nouveau départ, ai-je dit. Et à ne plus jamais laisser personne éteindre ma lumière. Le Penthouse était silencieux. La ville scintillait en contrebas. Et pour la première fois depuis 6 ans, je me sentais à nouveau moi-même. Ma mère disait toujours que la vérité finit toujours par refaire surface. Que les menteurs et les infidèles finissent tôt ou tard face à leur propre reflet. Elle disait aussi que les femmes fortes ne cherchent pas la vengeance. Elles enlèvent simplement les obstacles, et laissent le karma faire son travail. Je n'ai pas cherché à me venger. J'ai juste cessé de protéger Marcus des conséquences de ses propres choix. J'ai arrêté de couvrir ses mensonges. D'effacer ses dettes. De fermer les yeux quand des choses disparaissaient. J'ai cessé d'être son filet de sécurité. Et sans moi pour le rattraper, il est tombé. Parfois, je me demande si j'aurais pu agir autrement. Si, le jour où j'ai découvert les messages avec Sophia, une confrontation immédiate aurait changé quelque chose. Si nous aurions pu avoir une conversation honnête sur ce qui n'allait plus dans notre mariage. Mais alors je me souviens de leur rire en parlant de me voler. De la façon dont il a qualifié les tableaux de ma mère de déprimants. De son plan pour prendre la moitié de tout ce que j'avais construit, après 5 ans à n'apporter que des mensonges. Non. Il n'y avait pas de conversation honnête possible avec Marcus. Il n'y avait qu'une extraction. Comme on enlève une tumeur avant qu'elle ne se propage. Hélène et moi déjeunons toujours ensemble une fois par mois. Elle est devenue bien plus que mon avocate. Elle me rappelle que les femmes que nous rencontrons dans la vingtaine, quand on galère et qu'on rêve, sont parfois celles qui nous sauvent dans la quarantaine. Tu sais ce qui est le meilleur ? M'a-t-elle dit lors de notre dernier déjeuner. Son propre avocat l'a pratiquement traité d'idiot au tribunal.
Il a dit n'avoir jamais vu un client aussi brillamment dépassé par son épouse. Le juge a même ri. J'ai souri, non pas par plaisir face à l'humiliation de Marcus, mais parce que cela confirmait ce que j'avais toujours su. Je n'étais pas l'épouse naïve qu'il imaginait. J'étais une femme qui avait bâti sa carrière, obtenu un partenariat et acheté un pantouse avant même de le rencontrer. J'étais la fille de ma mère. Et nous, on ne se brise pas facilement. Si tu regardes cette histoire et que tu y reconnais des fragments de la tienne, retiens ceci, documente tout. Trouve un bon avocat. Et ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que tu demandes trop en voulant simplement garder ce qui t'appartient. Mon mari pensait être le plus malin dans la pièce. Il croyait qu'un sourire charmeur et des promesses creuses suffiraient à lui donner tout ce pourquoi j'avais travaillé. Il se trompait. Aujourd'hui, chaque matin, je me réveille dans mon pantouse. Je prépare mon café dans une cuisine connectée qui ne répond qu'à ma voix. Et je regarde les tableaux de ma mère, accrochés sur des murs qui sont à moi. À moi seul. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un commentaire et dis-moi ce que toi, tu aurais fait à ma place. Aurais-tu confronté Marcus immédiatement? Ou serais-tu parti sans te retourner, en le laissant tout prendre? Et si tu as vécu quelque chose de similaire, sache une chose, tu n'es pas seule. Nous sommes plus nombreuses qu'on ne le croit. Des femmes qui ont trop aimé, trop fait confiance, et qui ont appris à leurs dépens que certaines personnes ne méritent pas notre loyauté. Mais voici ce que j'ai compris. La même force qui nous rend loyales aux mauvaises personnes peut nous rendre inarrêtables quand nous la redirigeons enfin vers nous-mêmes. Ma mère le savait. Elle m'a appris à le savoir aussi. Et aujourd'hui, enfin, je le vis. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ici Elena, depuis Seattle où la pluie s'est enfin arrêtée et où le soleil traverse mes fenêtres, illuminant les tableaux qui sont revenus là où ils ont toujours appartenu.